Très chers amis amateurs francophones de thé, bonjour. Je suis Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et également de la boutique tea-masters.com. Aujourd'hui, nous allons reparler de thé, mais aujourd'hui, nous allons également parler de luxe parce que Noël approche et je me suis dit que ça allait bien ensemble de faire un petit peu le point sur les est-ce que le thé et le luxe vont bien ensemble. Si vous me voyez aujourd'hui sur YouTube, mettez-moi un petit pouce bleu et pour m'aider dans le référencement. Et puis si vous me voyez sur Facebook Live, également mettez-moi un petit like et puis restez après la fin du cours, je répondrai en direct à vos questions. Donc, le thé et le luxe. Alors, on peut déjà voir que dans l'histoire très ancienne, le thé a quand même été un produit de luxe. Ce n'était pas un produit de première nécessité, vu que on peut très bien boire simplement de l'eau chaude pour les médecins chinois, ou bien de l'eau froide. D'ailleurs, l'eau est la boisson numéro 1 dans le monde, donc c'est ce qu'on boit le plus. Et le thé, c'était vraiment un breuvage pour des gens de haute société, en Chine d'abord, ensuite les moines aussi. Alors les moines étaient des gens qui parfois venaient de bonnes familles, et qui se faisaient moines pour ne pas diviser un petit peu les terres qui allaient aux grands frères. Et donc il y avait également des moines assez fortunés qui pouvaient se permettre de bonnes feuilles, mais souvent les moines pauvres, eux, buvaient du thé de moins bonne qualité. Donc le thé étant devenu une boisson tellement importante en Chine, quand même beaucoup de monde en buvait, mais avec des qualités très différentes. On voit ça également dans le livre Le rêve de la chambre rouge, du pavillon rouge de Cao Shih-ching que dont j'ai parlé la semaine dernière encore. La riche famille Jia, elle boit pratiquement tout le temps du thé. Chaque fois qu'il y a un invité qui vient, il y a du très bon thé qui est offert. Mais même leurs servants boivent du thé. Mais seulement on apprend quand même que ce n'est pas le même thé. C'est un thé de grade bien inférieur. Donc le thé était très répandu, mais la qualité variait beaucoup en fonction de votre niveau social et de vos revenus, tout simplement. Ensuite, en Europe, très longtemps, le thé a été un produit d'importation, donc quand il fallait quand il fallait importer du thé de très loin, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, forcément ça coûtait très cher de le faire venir de si loin, et donc c'était un produit très rare, donc très luxueux, qui n'était consommé très longtemps que dans les grandes cours européennes. Ensuite par les bourgeois les plus fortunés, mais le thé ensuite s'est également démocratisé en Angleterre, notamment avec des changements de procédés avec Lipton, et également grâce à leur empire, notamment aux Indes, et Robert Fortune, qui est un Écossais qui est allé à Wuyi, déguisé en chinois, et qui en a ramené des arbres de thé pour les planter en Inde, à Darjeeling, et ainsi mettre fin au monopole qu'avaient les Chinois sur le thé. Et en mettant fin à ce monopole, avec la concurrence, forcément, le thé est également devenu moins cher, notamment pour les Anglais. Il y a également eu de la concurrence avant la Seconde Guerre mondiale. Les Japonais aussi avaient essayé de faire concurrence aux Anglais,
et notamment en occupant Taïwan à l'époque, ils produisaient beaucoup de thé rouge qui était là pour l'export. Donc là, cette concurrence avait permis de faire baisser le prix du thé et d'en faire un produit bien plus commun partout dans le monde, si bien que de nos jours, le thé est maintenant la deuxième boisson la plus bue dans le monde après l'eau. Donc on pourrait se dire, après tout, tiens, le thé, ce n'est plus un produit de luxe, c'est un produit de tous les jours. Et donc pour, c'est quoi cette idée de nouveau en faire un produit de luxe? En fait, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de différents niveaux de qualité dans le thé. Et c'est un petit peu... si on veut vraiment explorer le thé et bien le connaître, je dirais on est un petit peu comme un touriste qui se rend dans un pays étranger. La première chose qu'on va aller voir, ce sont les monuments les plus importants, les plus grands, les plus imposants, les plus célèbres, les plus connus. Hein, si on va en Égypte, on va aller voir les pyramides. Si on est un étranger, qu'on va en France, à Paris, pour la première fois, on va voir la Tour Eiffel, le château de Versailles, le château du Louvre. Et dans le château du Louvre, il y a le musée. On va aller voir c'est quoi les plus grands tableaux. Tout le monde est devant la Mona Lisa. Mais après, le luxe, pour vraiment être du luxe, ça ne doit pas rester au superficiel. Ça, c'est de la consommation, on va plutôt dire. Le luxe, même quand on est en face d'un produit qui a trois qualités pour le luxe. Hein. Il y a de la rareté, il y a de l'excellence et c'est de l'émotion. Donc même si on est en face d'un produit rare qui vient d'un pays très loin, il faut quand même, pour l'apprécier, il faut une certaine compréhension de ce produit. Ou bien quel qu'il soit, hein, même le Mona Lisa, si on ne fait pas de recherche à l'avance et d'un moment à l'autre, on nous balance devant ce tableau, j'imagine que la plupart des touristes, 99% des touristes qui sont devant le tableau, ils se disent ah tiens c'est ça ce tableau le plus célèbre du monde, il me fait pas grand chose, et puis pour pas grand pour 10 euros, je peux avoir le même en poster. Pourquoi est-ce qu'il vaudrait 1 milliard d'euros à lui tout seul? On ne comprend pas si on ne fait pas un effort justement de compréhension, de recherche pour voir en quoi il est si unique et qu'est-ce qui en fait un chef-d'œuvre. Donc pour l'été, il y a un travail également que doit faire l'amateur, c'est de se renseigner sur comment bien infuser le thé, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi il est si rare, qu'est-ce qui fait qu'il est si exceptionnel, et une manière d'essayer d'arriver à avoir cette émotion durant la dégustation, c'est d'arriver à comprendre tout ça et d'arriver ensuite également à ressentir ce qui en fait sa force, sa caractéristique. Comment dire, hein, donc il faut, même si donc le thé c'est un produit au départ qui vient de Chine, en tant que Français, pourquoi est-ce que le thé va m'émouvoir comme ça, hein? Au départ, moi j'étais surtout ému par les vins. J'ai commencé même plutôt par les vins alsaciens, vu que je suis alsacien, et je pouvais sentir le terroir de l'Alsace. C'est pour ça que j'éprouve encore beaucoup de plaisir vivant à Taïwan de boire du vin alsacien, parce que ça me rappelle ma terre natale. Mais un thé, au départ, ça n'avait pas beaucoup de relation avec moi. Par contre, j'ai pu quand même découvrir par les papilles
vraiment le côté similaire au vin, que c'est tout un univers qui est créé dans la bouche, dans le palais, et que cet univers, c'est à la fois un sol, c'est à la fois un climat, et c'est également des hommes qui vont travailler la plante, ou bien ici la feuille, pour le vin c'est la grappe, et en faire, en sortir une alchimie, vraiment en tirer l'essentiel, en tirer une espèce d'essence, et quand on le boit, on a un concentré qui harmonise tout, le tout ensemble. Le Riesling, ça va être l'harmonie de l'Alsace, et pour moi, un Oolong de haute montagne, ça a la puissance des montagnes de Taïwan. Et quand on a un Oolong de très très haute montagne comme Darjeeling qu'on avait goûté il y a 2 semaines, là on est transporté à 2500 mètres d'altitude, et on se sent vraiment très serein et vivifié par ce thé. Alors aujourd'hui, pour rendre l'expérience encore plus unique, encore plus rare, j'ai décidé de boire un thé qui est non seulement lointain pour nous géographiquement, et il vient du Yunnan, donc même pour vous et même pour moi à Taïwan, il est assez loin, c'est à l'ouest de la Chine, près de la Thaïlande. Et en haute altitude, hein, la province du Yunnan est assez haut perché. Et ce thé, non seulement il est très loin dans l'espace pour nous tous, mais il est également très ancien, donc il va être également lointain dans le temps. Ça, c'est un thé des années 50, donc il doit avoir 70 ans. Et c'est pour ça que j'utilise une toute petite théière en Zhe Dixing. Mais ils sont pas très forts, parce que quand les thés sont vraiment très anciens, forcément les odeurs se sont concentrées dans les feuilles. Et à l'époque, dans les années 50, les poueurs, donc on était à la fin de la guerre, fin de la guerre civile aussi, on recommençait simplement à refaire un petit peu de thé après une longue interruption pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre civile chinoise. Donc c'est des thés qu'on ne faisait pas en grande quantité, donc c'était pas des arbres de plantation. Les poueurs, d'ailleurs les meilleurs, ce sont des théiers qui grandissent de manière sauvage, des vieux théiers, donc des vieux arbres parfois très très grands, très difficiles à accéder. Et là, il a également des odeurs de bois sec, un petit peu de santal, de camphre. Parfois ça fait même penser à des bâtons d'encens à brûler dans les temples. Il y a également un petit côté de cave humide, mais pas tellement que ça en fait. Donc ça, c'est une manière de rendre le moment exceptionnel, d'arriver à trouver un thé pour un jour spécial, et que le thé soit également spécial. Parce que c'est un petit peu comme si on mange tous les jours du foie gras ou bien du saumon fumé, on s'habitue à tout. Et à la fin, c'est pas que ça ne fait pas plaisir, mais on ne sent pas le côté spécial, le côté rare que doit avoir le luxe. Pour que l'émotion soit intense, il ne faut pas que ce soit une habitude. Donc là, c'est un petit peu si on est très neuf dans le thé et qu'on a bu que des sachets,
peut-être un Sujichun ou bien un Alishan déjà va nous surprendre, va nous émerveiller parce que c'est tellement meilleur que ce qu'on a pu boire dans le temps qui est tellement infect qu'il faut rajouter du sucre parce que sinon ça n'a pas de goût. Alors que les thés taïwanais qui viennent, on ne les sucre pas et ils ne sont pas en sachet. Donc déjà ça peut surprendre quand on est débutant, mais une fois qu'on est habitué à ce genre de thé, pour arriver à cette émotion qu'on recherche par quelque chose de rare, il faut par exemple ce genre de thé qui nous transporte encore plus loin, qui est encore plus rare. Et donc ça va être un exemple auquel j'ai pu penser pour Noël. D'accord, ben, je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais bientôt le déguster et je vous remercie pour votre écoute.